Dans le fond, l'idée, c'est que je vais faire un survol, en fait, en 30 quelques minutes, là, de mon activité à la ferme d'élevage de porc au pâturage. Fait que c'est sûr que c'est vraiment un survol, là. Je vais peut-être rapidement sur certains trucs. Donc, c'est ça. La ferme des Arpents Roses est située à Sainte-Mélanie, dans la région de la Naudière, donc par là-bas. Moi, je suis la relève apparentée, en fait, de la ferme depuis 6 ans. Je cultive 7 acres sur un total de 200. En fait, c'est 200 acres, il y en a beaucoup qui sont emboisés. Donc, je ne cultive que 7 acres. Et puis, depuis l'année passée, en fait, il y a un projet de FUSA, donc de fiducie d'utilité sociale agricole, qui est sur la terre. Je ne vais pas aller dans le détail. Si ça vous intéresse, regardez par rapport à ça, parce que c'est un beau projet quand même. Donc, ça, c'est les parcelles qui sont cultivées, les 7 acres vus des airs. Je cultive principalement 4 acres en légumes certifiés biologiques pour une quarantaine d'espèces. La mise en marché se fait principalement par marché public, puis dans des petites épiceries indépendantes de la région de Montréal. Et je considère que c'est un système mécanisé extensif, c'est-à-dire j'utilise des tracteurs. Ce n'est pas intensif comme dans un système bio-intensif. Je considère que je fais un acre en cochon, en fait, qui représente 60 bêtes. Donc, c'est 60 bêtes par année que je fais. C'est tout petit. C'est vraiment une petite production. Puis ces cochons-là sont vendus, en fait, en totalité en demi et dans des boucheries. Je ne fais que l'engraissement sur 6 mois. Et c'est une densité intensive, 60 cochons sur un acre, mais c'est un élevage que je considère extensif. Pour ce qui est de la main-d'œuvre, pour donner une idée, en fait, on est 3 temps plein en m'incluant, plus un stagiaire, donc on est 4 à peu près à temps plein sur la ferme pendant l'année, et la majorité du temps de travail étant consacré aux légumes. Donc, les légumes sont certifiés biologiques, comme je le disais, alors que les cochons ne sont pas certifiés. Pour l'échelle à laquelle je le fais, je considère que ça ne vaut pas la peine. Tous mes cochons, je peux les écouler assez facilement. Sinon, j'utilise l'appellation de pâturage, qui est, ben là, on est dans une journée sur le pâturage, mais qui n'est pas liée à aucune certification, aucune appellation. Donc, je vais dire malheureusement, là, ça peut être utilisé un peu à tort et à travers. Là. J'utilise cette expression-là, puis je suis confortable de l'utiliser. Donc, les porcs, ça représente à peu près 30 % des revenus de mon entreprise. Ça représente moins de 10 % du temps de travail sur mon entreprise, le reste étant vraiment dans les légumes. C'est un élevage qui est saisonnier, comme je le disais, sur 6 mois. Puis la majorité des porcs sont de race Duroc. Je les achète porcelets quand ils font 20-25 kilos. Puis j'aime bien la race Duroc à cause de, je la considère comme semi-rustique. Ils sont résistants aux coups de soleil à cause de leur couleur. Ils peuvent développer un beau persillage. En tout cas, j'aime bien les Duroc. La mise en marché, comme je le disais, les abattages se font à peu près à 30 semaines, quand les cochons ont à peu près 30 semaines. Puis la moyenne de poids visé, c'est 240 livres poids carcasse. Si je pouvais, j'aimerais ça me rendre plus loin dans le poids. Sauf que les abattoirs avec lesquels je travaille ne veulent pas des cochons plus gros. Puis il y a comme une limitation, là. Puis c'est ça, comme je le disais, vente uniquement en carcasse. Pour ce qui est des boucheries et des restos, je fais affaire avec quelques restos. C'est vendu entier ou sur le crochet. Pour les particuliers, c'est la même chose, c'est en demi. Puis dans ce cas-là, moi, je les transporte jusque dans les boucheries, où est-ce qu'ils sont découpés au goût du client, dans le fond. Donc, je pense qu'il y a plein de monde qui doivent faire ça là, avec le bœuf ou autre chose. Là. Puis ma marge brute, pour donner une idée, là, c'est 35 % à peu près ma marge sur un cochon comme ça, vendu en quartier. Donc, mon approche. Je vais aller comme ça. Mes a priori, c'est qu'en maraîchage bio, on a besoin de beaucoup de fertilisation. Je considère que les cochons n'ont pas leur place dans la forêt. C'est mon point de vue personnel. En fait, je considère que la forêt n'a pas besoin des cochons. Puis moi, j'ai surtout envie d'avoir leur fumier. Puis considérant que les investissements sont minimes en élevage, je dis hors béton parce que je trouve ça drôle en comparaison de hors sol, parce qu'on ramène des cochons à l'extérieur, donc on est hors béton. Les investissements sont minimes. Puis mes objectifs, en fait, c'est de viser un système agroécologique comme autonome ou le plus possible, genre autosuffisant en termes de fertilisation.
Diminuer la dépendance à l'actisol, parce qu'en maraîchage bio, du moins au Québec, la majorité de la fertilisation, ça se fait avec du fumier de poule conventionnel, ce qui est dommage, ce qui est un non-sens selon moi. Diversifier mon offre et la valeur ajoutée. Et valoriser les légumes déclassés, parce qu'il y en a quand même là, dans ce qui est produit comme légumes. Donc, mon hypothèse à moi, c'est qu'introduire des cochons dans la rotation d'une ferme maraîchère bio, ça peut permettre de fournir une partie importante de la fertilité et constituer une réelle valeur ajoutée. C'est là-dessus que je pars. Fait que mes considérations. Il faut que l'effet soit bénéfique sur la santé du sol. Donc, moi, une façon de le mesurer, c'est que les rendements doivent augmenter au fil des années. Parce que si finalement mes cochons ont un effet négatif sur mon sol, je suis perdant. L'élevage n'est que saisonnier. C'est un a priori que j'ai eu il y a 6 ans en démarrant, en me disant que la saison de maraîchage est assez intense au Québec, que l'hiver, je vais être capable de prendre ça off. Fait que c'est là-dessus que j'ai basé mon approche de l'élevage. Puis que l'activité doit constituer une part importante des revenus de la ferme. Je vise un minimum de 20 pour pas que ça devienne une activité comme qu'on va mettre à côté puis qu'on va pas faire comme il faut. Puis l'activité doit être non chronophage. Donc l'objectif, c'est que les trains, faire un train le matin, un train le soir, ça prend 5 minutes, pas plus. Fait que mon système de rotation. Fait que dans le fond, en gros, ça part comme ça. Moi, j'ai une rotation sur 6 ans. Donc la rotation, elle start avec des cochons. Après ça, il y a des légumes exigeants, des légumes un peu moins exigeants, d'autres légumes un peu moins exigeants, et 2 ans d'engrais verts, dans le fond, où est-ce que j'implante un pâturage, une prairie. En maraîchage, on parle beaucoup d'engrais verts, là, j'utilise ça aussi comme terme. Là. Donc, 2 ans, en fait, pour être capable d'implanter un beau pâturage. Parce que les cochons, il faut qu'ils arrivent, il faut qu'il y ait une belle couenne. Les cochons, c'est pas des ruminants, là, fait qu'ils travaillent le sol. Donc, il faut qu'il y ait une belle couenne qui soit capable de les supporter. Puis il faut qu'il y ait assez de matière, en fait, pour qu'ils puissent en bouffer. Donc, mes mélanges sont... J'ai essayé différents trucs au fil des années, là. Je dis un mélange complexe parce qu'il y a des graminées légumineuses, c'est un pâturage, c'est une prairie, où est-ce que j'essaye de mettre parfois je ne dirais pas, de la vesque, différents types de trèfles, etc. Et du raie gras. Le raie gras, c'est une plante vraiment importante, moi je trouve, là, dans un pâturage qui se tient. Parce que le raie gras fait un beau système racinaire. C'est une plante aussi que les cochons ne vont pas aller manger tout de suite. Fait qu'elle va rester pendant longtemps, puis elle va aider à tenir le pâturage. Donc, l'année 1, quand les cochons sont là, en fait, mon objectif, c'est de les sortir assez tôt pour être capable d'implanter un engrais vert d'automne. En fait, parce que là, ils arrivent, ils bouleversent le sol. Je veux implanter quelque chose qui va soutenir, qui va retenir le sol pendant l'hiver pour pas que ça se lessive. C'est ça. Donc, en gros, un lot de 60 bêtes par année sur un acre. En bref, là, au printemps, je fais la mise en marché, le temps des réservations, préparation des pâturages, plus setup de la clôture, je vais y venir tantôt un peu. Entraînement à la clôture électrique, qui est vraiment important. Les gens qui ont des cochons, je pense qu'ils savent à quel point c'est important que les cochons aient appris la clôture électrique avant d'être dehors, sinon on court après, ça n'a pas d'allure. Puis sortir au pâturage entre le mois de mai ou le mois de juin, dépendamment de la saison, puis dépendamment de la date d'arrivée des cochons, en fait. Donc, fait que l'été, c'est l'engraissement, puis abattage qui se font entre septembre et novembre. Puis après ça, comme je le disais, travail de sol, puis implantation d'un engrais vert de fin de saison, qui va normalement être un seigle d'automne, parce que quand on arrive, de toute façon, au mois d'octobre, il n'y a pas grand-chose d'autre que du seigle d'automne qui peut pousser. Ouais, ben là, dans le fond, ça, c'est mes parcelles, là, grosso modo, qui sont chez nous. Chez nous, on est en pente, là. On est dans des vallons, là, des bons vallons. Fait que ça ajoute à la complexité de la patente. Parasitisme, c'est quelque chose de vraiment important à prendre en compte. Puis je pense surtout à l'ascaris, en fait, dans le cas du cochon, qui est un voyons, je le dirais pas, un parasite qui s'attaque, qui a comme hôte des monogastriques. Fait que ça veut dire les cochons, ça veut dire nous, ça veut dire les autres monogastriques. Fait qu'en prévention, fait que le fait d'avoir une rotation de 6 ans, en fait, ça prend 6 ans avant que les cochons soient sur le même pâturage.
On n'est pas dans une approche où est-ce que en 1900, tranquille, je sais pas quoi, les gens avaient 4-5 cochons dans un clos qui laissait là tout le temps, d'année en année, retournait. Genre, c'est pas ça l'idée. Je comprends pas comment ça pouvait fonctionner. Il devait y avoir beaucoup de parasites à l'époque. Il devait y avoir beaucoup de maladies, là, je sais pas, là, mais... Fait que moi, je considère que ça prend 6 ans, alors que la littérature a dit quand même que l'ascaris pourrait survivre jusqu'à 10 ans, en fait, dans le sol, puis même sous nos latitudes, là, avec plus 30 degrés l'été, moins 30 degrés l'hiver. Fait que c'est quand même à prendre en considération. Je fais des analyses fécales à chaque année, à la fin de la saison, pour être sûr pour voir c'est quoi le seuil. Moi, je suis pas mal tout le temps en dessous du seuil, genre seuil d'intervention, en fait. Mais je ne prends quand même pas de chance, surtout, en fait, parce qu'il y a des légumes qui viennent après. Ascaris peut rester dans le sol, contact avec les légumes, transmission aux humains. J'ai pas trop envie de ce risque-là, donc je vermifuge mes cochons depuis 3 ou 4 ans avec un vermifuge assez standard, le Panacure. Euh, euh, Malheureusement, en fait, j'aimerais ça avoir d'autres options, là, mais ça fait le travail. Donc, c'est ça, rotation à l'intérieur de la parcelle. L'objectif, en fait, je viens tantôt avec un dessin, là, vous allez mieux comprendre. L'objectif de minimiser l'érosion, optimiser la répartition du fumier sur la parcelle, permettre au pâturage de se régénérer, puis maximiser la consommation d'herbage jeune et frais pour les cochons. Fait que dans le fond, en gros, j'arrive avec un dessin de tantôt, là. Ben, je vous le montre tout de suite. Dans le fond, c'est que ma parcelle de 1 acre est séparée en 8 petites parcelles et les cochons sont déplacés à tous les 3, 4, 5 jours, dépendamment en fait de la grosseur des cochons, de leur efficacité à passer au travers du pâturage, puis de la croissance du pâturage. Donc, en fait, c'est ça. Il y a les 8 parcelles. Ici, c'est les mangeoires. Là, c'est des abreuvoirs. Puis au milieu, c'est les 4 cabanes. En fait, 4 cabanes en bois. Fait qu'il y a 2 heures d'alimentation. Comme je le disais, changement de micro-parcelles à tous les 3, 4, 5 jours. Les cabanes, ils restent là. En fait, ils ne bougent pas pendant l'année. C'est ce qui est le plus simple parce que c'est quand même c'est une job de déplacer les cabanes avec le tracteur. Tout, je ne veux pas commencer à faire ça. Surtout pas pendant une saison de maraîchage. Là, on a d'autres choses à fouetter que de déplacer des équipements. Donc, 2 heures d'alimentation, comme je le disais. Puis ça, l'objectif, dans le fond, c'est que pour pousser les cochons à se déplacer partout sur la parcelle, en fait, parce que sinon, au début, les premières années, ce que je faisais, c'est que c'était ouvert au complet. Les cochons allaient surpâturer à certains endroits, puis pas pâturer pantoute à d'autres. Fait que là, comme ça, en fait, je m'assure qu'ils pâturent partout, puis qu'ils, comme je le disais, mettent leur fumier partout. Fait que c'est un système de clôture assez simple, là, des fils en nylon, je pense. En fait, pas le fil de métal, le fil en nylon, avec 2 brins, avec un bon électrificateur, puis ça fonctionne bien. La densité, en fait, c'est un équilibre vraiment délicat à trouver. Moi, j'ai trouvé au fil des années que 60 cochons dans mon système, ça fonctionne bien. Je l'ai fait au début avec beaucoup moins, au départ avec 20, 30 cochons. Puis c'était sous-pâturé, en fait. Ça répondait pas à mon besoin. Je suis monté jusqu'à 75, où est-ce que là, j'ai trouvé que c'était trop. Puis en même temps, il faut savoir que ça varie vraiment beaucoup d'une année à l'autre, en fait, l'impact que ça va avoir sur le pâturage. Je vais en venir tantôt. Donc c'est ça, risque de compaction aussi et d'érosion. Puis trop peu sous-pâturage, parce que pour moi, je veux que le pâturage soit consommé et travaillé, parce que l'année d'après, j'arrive avec des légumes dedans, là. Fait que mon objectif, c'est que le cochon, il vienne détruire le pâturage. Ce qu'on veut vraiment pas dans un système avec des ruminants, là, on s'entend. Fait que moi, je suis dans un autre setup, là. On voit un peu là, une vue de plus haut là, d'une parcelle, mettons. Il faut que le déplacement se fasse rapidement, comme je le disais, en 3, 4, 5 jours, pas plus, parce qu'on a, mettons, un exemple, là, à gauche, on a probablement une quarantaine de cochons, puis quelques jours après, en fait, on voit tout ce qu'ils ont fait comme travail. Donc, c'est un peu trop. Il faut vraiment être capable de jouer avec ça, en fait, de les déplacer au bon moment pour pas que ça détruise trop. Puis c'est ça, ce qui est bien, en fait. Un des trucs que j'aime, c'est que le fait d'avoir mes cochons tout le temps au milieu
ou en tout cas dans mes champs en culture, c'est que j'ai toujours un regard sur eux. Je peux toujours voir qu'est-ce qui se passe. Je le sais tout de suite s'il y en a un qui s'en va. Je vois s'il y en a un qui est malade. Ce qui est assez pratique, ce que j'aurais vraiment moins dans un système dans le bois, mettons, où est-ce qu'ils sont partis, je leur donne la bouffe, je les vois pas toutes. Il y en a un qui est mort, il y en a un qui est pogné, tu sais. Là, je les vois toujours. Le décompte se fait rapidement. Fait que c'est ça. Pour moi, c'est un plus là, dans ce setup-là. Rendement à l'acre, en gros. On peut parler d'un 50 000 $ grosso modo à l'acre, dans mon cas. Fait que 120 000 à l'hectare, c'est pour donner une idée. Puis je calcule, j'aime ça pouvoir dire ça, que 60 cochons sur un acre, ça fait 5 tonnes de viande à consommer. Ce que je trouve intéressant. Puis 60 cochons sur un acre, ça fait 600 kilos de fumier par bête sur une période de 6 mois. Donc, ça fait grosso modo 36 tonnes de fumier sur un acre, ce qui est quand même beaucoup. Si, mettons, on essaie de faire une conversion, là, juste pour avoir une idée, là, combien ça fait en fertilisation, en considérant à 4,22 ce fumier-là, c'est un apport théorique de 355 kg d'azote à l'hectare, ce qui est intéressant pour quand on arrive avec des légumes après. Mais ça reste tout ça vraiment théorique parce que la récupération surtout de l'azote, là, on le sait, la volatilisation, érosion, parce que moi, je ne viens pas travailler dans la parcelle pendant la saison. Je ne viens pas incorporer le fumier. Là, les cochons, ils le font par eux-mêmes en piétinant, en repassant. Mais c'est ça. Donc, c'est un apport théorique. Les défis, c'est d'avoir des pâturages bien implantés, parce que c'est pas long, hein, 2 ans. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises, en fait, de manquer mon coup la première année pour une question de... parce que j'avais pas eu le temps de rouler mon semis ou parce que le printemps était trop sec, etc. Fait que c'est vraiment short, en fait, 2 ans pour implanter un beau pâturage qui va être efficace. Puis d'avoir un beau mélange là, graminées légumineuses. Puis cette photo-là est le fun parce qu'on voit, en fait, que mon pâturage, pour ceux qui ont l'œil, là, il est vraiment trop grand, en fait, pour mes cochons. Il est vraiment trop ligneux, mais il était bien implanté. Parce que c'est ça, le risque, c'est que si la couenne, je le disais tantôt, si la couenne n'est pas assez solide, ça va prendre quelques heures, là, ils vont passer au travers, ils vont avoir tout détruit, ça va plus croître, puis toute ma saison complète est comme compromis, dans ce cas-là. Un autre défi, c'est l'alimentation, parce que c'est ça, ça va représenter, dépendamment d'un système à l'autre, là, entre 40 et 60 % des charges, c'est quand même très élevé. Puis, selon la littérature, un pâturage, dans le cas d'un cochon, peut fournir genre de 10 à 25 % de l'apport alimentaire. Sauf que moi, je suis assez... je trouve que c'est optimiste. En fait, 25 %, là, c'est la littérature qui dit ça, mais je trouve ça un peu difficile à croire, en fait. Surtout dans le cas de l'engraissement. Si c'était en fait des mères, ça serait différent parce que leurs besoins alimentaires ne sont pas les mêmes. Mais dans le cas des cochons en engraissement, je veux quand même qu'il y ait un bon gain de poids, puis que l'engraissement se fasse sur 6 mois, pas sur 14, comme on peut le voir dans d'autres systèmes, mettons, en Europe. Puis, dans le fond, avec l'agronome avec qui j'ai fait mes recettes de moulées, on a essayé de considérer ça, un 10-15 % d'apport alimentaire du pâturage. Sauf que d'un autre côté, en fait, on a tendance à constater que le fait qu'il fasse beaucoup d'activité physique vient comme, en fait, annuler, en fait, cet apport-là. Fait que quand je fais mes calculs de ration, je considère même pas, en fait, que l'apport alimentaire qui vient du pâturage, tu sais. En tout cas, c'est mes constats. Là. Je serais bien curieux d'entendre autre chose par rapport à ça. Puis c'est ça. En fait, les apports supplémentaires, les cochons, c'est des omnivores, ils peuvent manger n'importe quoi. Dans mon cas, j'ai des surplus de légumes ou des déclassés que les cochons sont vraiment contents de manger. Et encore là, que je calcule pas vraiment dans l'apport alimentaire, c'est comme un plus, comme une salade, comme dans ce cas-là. J'ai aussi fait des essais avec des trèches de microbrasserie qui étaient intéressants, mais qui étaient énormément de manipulation pour finalement être vraiment difficile. Moi, pendant l'été, je fais du maraîchage. J'ai pas vraiment le temps de commencer à manipuler plein de trucs, puis de changer la recette en cours de saison. On a 3 recettes, en fait, début, croissance, finition.
c'est ça qu'on fait, puis on ne déroge pas de ça pendant la saison parce que ça ne finirait pas. Petit lait, une autre avenue possible qui n'est pas vraiment possible dans mon cas, mais qui peut être intéressante. Bon, il y a plein d'autres choses qui peuvent se faire. Là. Je connais des gens qui engraissent des cochons au beigne puis aux pâtisseries. Là. En tout cas, c'est pas mon cas, là, ça ne m'intéresse pas. Là, mais, fait que c'est ça, les besoins de base des animaux au pâturage. On est au pâturage, au milieu d'un champ. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'ombre. Il faut qu'il y ait de l'eau en masse. Moi, je suis sur un système, en fait, avec des abreuvoirs déplaçables qui fonctionnent quand même bien, qui va être amélioré au fil des années, en fait, avec un système d'irrigation, en fait, qui va circuler puis qui va amener de l'eau partout. Parce que c'est un des avantages aussi d'être dans un système de maraîchage, c'est que de l'eau, normalement, il y en a. Des bauges, les cochons, pendant l'été, quand il fait 30, ont besoin de baisser leur température corporelle. Fait que généralement, ce que je fais, c'est que je vais vider 1 000 litres d'eau dans le champ. Ça leur fait une bauge en boîte où est-ce qu'ils vont aller se rouler dedans. Ils l'apprécient vraiment, en fait. Puis après ça amène un défi, en fait, de cette bauge-là. Il faut que je vienne la décompacter, il faut que je vienne la travailler, en fait, pour que je puisse venir planter des légumes après. Mais c'est nécessaire pour les cochons. De l'ombre, dans mon cas, entre les cabanes, en fait, j'installe des ombrières de serre qui sont taillées à la bonne grandeur puis qui leur permettent d'avoir un accès à de l'ombre. Puis des abris contre les intempéries. Je dirais surtout quand arrive ce temps-ci de l'année, puis quand on a de la neige au mois d'octobre ou début novembre, ça prend des cabanes. Il y a plein de paille dedans. Un autre défi, fabriquer sa propre moulée. Moi, dans mon cas, j'ai décidé de la fabriquer avec une petite moulange sur roue, là, comme il y en avait beaucoup à l'époque, New Holland, qui fonctionne assez bien. Je fabrique la moulée à la ferme, puis je vais la porter directement au champ, en fait, dans des poubelles. Fait qu'on on a tout le temps la moulée proche, ce qui nous permet d'avoir un train qui dure 2, 3, 4 minutes, pas plus. Fabriquer sa moulée, évidemment, contrôle des coûts. À 60 cochons, ça vaut définitivement la peine. Là. Ça valait la peine à 20 cochons, ça vaut encore la peine à 60. Je pense que ça vaudrait la peine à 100 ou à 200 cochons, je crois, pour avoir, entre autres, un regard sur la qualité des ingrédients. Puis pour faire de la moulée fraîche, j'ai déjà acheté de la moulée par le passé qui était pleine de toxines, puis ça ne m'intéresse plus de faire ça. Gros défi, variation de la météo. En fait, un automne frais va avoir comme impact, en fait, une mauvaise implantation de l'engrais vert, comme cette année, en fait, là, quand on a full de neige puis que la croissance de l'engrais vert est complètement arrêtée. Autre défi, une sécheresse en cours d'été, la croissance faible du pâturage. Tout le monde qui fait des pâturages est face à cette problématique-là. Puis trop forte pluie, en fait, surtout vers la fin de l'été, quand le pâturage est déjà bien travaillé, c'est risque d'érosion. En fait, c'est réel. Puis ensuite, pour moi, pression des mauvaises herbes. En fait, comme il y a des légumes qui viennent après, le fait d'avoir des intrants qui seraient de mauvaise qualité ou qui seraient pleins de mauvaises herbes fait que j'implante des mauvaises herbes dans mes parcelles qui viennent en légumes, en fait. Donc, c'est un truc pour moi à prendre vraiment en compte. Ensuite, ça prend un accès à de la machinerie pour travailler le sol. Il y a beaucoup de gens qui sont en système manuel qui m'ont demandé « Ouais, j'aimerais savoir une coupe de cochon pour pouvoir ouvrir des parcelles pour travailler. » Puis après ça, y aller avec un BCS, là, un tracteur à main. Puis, à mon avis, c'est pas réaliste. Parce que quand les cochons, une fois, on le voit pas très bien ici, là, mais une fois que les cochons ont passé, il y a des cratères, c'est irrégulier, il y a des bauges. Moi, j'ai pas envie de travailler manuellement là-dedans. Fait que il y a des tracteurs à la ferme, fait que ça permet de décompacter, de niveler puis de déchaumer quand il reste du pâturage. C'est ça, comme je le disais, c'est peu imaginable sur des petites surfaces, puis c'est peu conciliable avec un système de planches permanentes là, en maraîchage biodiversifié, comme il y en a de plus en plus des systèmes comme ceux-là. C'est ça, conserver des investissements peu élevés. J'ai juste mis une coupe d'investissements qui sont spécifiques en fait à l'élevage des cochons que j'ai fait au cours des 6 dernières années. Quelque chose qui, tu sais, un 7 000 $ sur 6 ans, je considère que c'est pas beaucoup. Mais aussi, il faut considérer que c'est ça, des machineries, des tracteurs, j'en ai déjà présents sur la ferme. Donc, c'est ce qui rend ça possible. T'sais. Si je démarrais une entreprise juste de 60 cochons, ce serait un peu difficile, en fait, d'acheter des tracteurs puis avoir ces investissements-là pour
Un autre défi, c'est d'avoir une mise en marché adaptée. Bon, moi, je fais des demi-cochons. Ça ne convient pas à tous les clients. C'est normal. Parce que c'est ça, c'est bien. Pour moi, c'est pratique parce que c'est pas compliqué. En fait, c'est simple comme mise en marché. Mais en même temps, je suis bien conscient que ma marge n'est pas super grande sur un demi-cochon. Si je vendais à la découpe, ma marge serait plus grande. Je l'ai faite par le passé. C'est vraiment beaucoup de travail, gérer les inventaires, avoir des congélateurs, aller au marché public. C'est pas quelque chose qui m'intéresse là, au volume que j'ai. En tout cas. Mais en tout cas, on pourrait imaginer, c'est ça, vente à la découpe, transformation à la ferme, ce qui serait un autre créneau, ou tout simplement vendre tout en gros pour diminuer, en fait, garder une marge similaire, mais diminuer le temps qui est consacré à la mise en marché. En tout cas. Puis ça m'amène au dernier point, qui est développement potentiel. Est-ce qu'il y a un potentiel de développement, à mon avis, du porc au pâturage dans un petit système comme celui-là? Moi, je dirais que c'est ça. C'est un système qui peut être à peaufiner, qui peut être à travailler. Moi, ça fonctionne chez nous comme c'est là. Il va être peaufiné au fil des années. D'autres personnes qui pourraient essayer ce système-là pourraient le mettre à leur goût. Mais je considère que la demande est là. La demande est là pour du porc élevé au pâturage, pour du bon porc. Ça m'étonne qu'au Québec, il n'y en ait pas encore plus de petits élevages qui se fassent comme ça, parce que moi, j'aime ça aller au Vermont, là, quand on traverse. Ici, on est vraiment proche, là, mais chez nous, on est à 3 heures de route de Burlington. On débarque au marché public, puis il y a 4 producteurs de porc au pâturage. Alors que quand on est ici dans les marchés publics, il y en a très peu. Là. Il y en a quelques-uns, peut-être un peu plus dans la région ici, mais dans ma région, il n'y en a pas pantoute. En tout cas, la demande est là, ou la demande va arriver, je pense. Puis il y a une croissance possible. Moi, je pourrais en fait faire plus de cochons. Puis là, j'y arrive dans pas long. Mais il y a des limitations. La première limitation, c'est avoir l'espace nécessaire. Moi, mes mélanges de blé sont basés principalement sur du blé, puis du tourteau de soya bio, puis des minéraux. C'est la base des 3 recettes que je fais. Fait qu'avoir l'espace... Avoir l'espace nécessaire. Dans mon cas, j'ai trouvé un certain équilibre à 60 cochons à l'acre. Fait que dans le fond, si, mettons, je voulais faire 120 cochons, pour que ça fonctionne dans mon système, il faudrait que je fasse 8 acres de légumes. Fait que là, tu sais, en tout cas, j'ai des réflexions à avoir par rapport à ça, ou sinon, est-ce que... en tout cas, dans mon setup, c'est un peu limitant. Puis j'ai pas de la terre non plus, tu sais, à revendre, là. Une autre limitation, travailler avec des bouchers de confiance. J'ai travaillé avec plusieurs bouchers au fil des 10-12 dernières années, puis tous les bouchers ne sont pas de confiance. C'est pas facile de développer une belle relation avec un boucher, puis que tu peux y envoyer une carcasse, puis tu sais qu'il va la travailler comme il faut. Parce que c'est quand même lui, tu sais, dans mon cas, quand je vends des demi-cochons, c'est lui qui fait le produit final. Mon client, c'est avec le boucher qui travaille plus qu'avec moi, tu sais. Puis j'ai perdu des clients à cause de bouchers qui travaillaient pas bien, qui mettaient des nitrites alors qu'on leur demandait de pas en mettre, etc. Ce morceau-là est vraiment important dans une mise en marché relativement de proximité, comme ça. Fait que là, en tout cas, je soulevais la question, là, à savoir, est-ce que le fait d'avoir plus de viande produite va faire qu'il va y avoir plus de bons consommateurs, puis il va y avoir plus de bouchers? En tout cas, je sais pas qu'est-ce que ça prend pour que ça fonctionne. Pour que ça marche. Un autre grosse limitation d'avoir un abattoir de classe fédérale à proximité, je vais dire que c'est de plus en plus un enfer, là. Puis de classe fédérale pour pouvoir vendre au resto et aux boucheries, là, en fait. Des abattoirs, je pense que tout le monde le sait, là, il y en a de moins en moins. Moi, je suis rendu à devoir faire vraiment beaucoup de kilomètres pour avoir un abattoir. Et même là, c'est ça. Il y en a de moins en moins. Le transport est de plus en plus important. Ça coûte cher, ça prend du temps. C'est le stress sur les animaux aussi. Ouais.
Je veux juste rectifier, tu n'as pas besoin d'un abattoir fédéral là, pour vendre des restos ou des boucheries. Tu as besoin d'un abattoir provincial. Tu as besoin d'un abattoir sous inspection permanente. Ouais. Fédéral, c'est quand tu veux sortir du Québec. Si tu restes dans le marché québécois, tu n'as pas besoin d'un abattoir. OK, ben faudrait rectifier puis dire mettre provincial dans ce cas-là. Ouais. Désolé, merci. Fait que c'est ça. Fait que c'est de plus en plus. Mais reste que des abattoirs, il n'y en a pas beaucoup non plus. Anyway, là. Tu sais, il y en a pas plus. Là. Puis l'autre affaire, en fait, c'est que je vis, je vais le dire comme ça, là, des profondes frustrations là, d'aller faire abattre des cochons puis qu'ils soient massacrés. Là. C'est de plus en plus, je pense que c'est depuis cette année, en fait, c'est de plus en plus strict par rapport à la présence de poils sur les cochons. Moi, j'ai des cochons bruns avec un gros poil. Puis je vais chercher mes cochons puis ils sont massacrés. Je sais pas si on voit un peu la photo. Là. Ça a comme pas de sens. Le travail est de mauvaise qualité, les prix augmentent de plus en plus, puis mes clients qui m'achètent sont insatisfaits. T'sais. Puis moi, j'ai aucun contrôle là-dessus. Là. Donc, c'est une réelle problématique en 2019. Je me pose la question de changer de race. Parce qu'il y a un des abattoirs avec qui je fais affaire qui m'a dit, au milieu de la saison là, d'abattage cette année, il m'a appelé et il m'a dit, écoute, on fait plus de cochon de couleur, maintenant on fait juste du cochon rose. Fait que c'est un peu frustrant. Fait que là, je me demande, je vais-tu changer pour aller vers des cochons vraiment plus conventionnels parce que c'est ça que le système veut qu'on fasse, tu sais? Ou bien je me questionne, je me dis, est-ce que je vais faire des abattages à la ferme, tu sais? Des clients qui sont willing, qui veulent avoir leur cochon abattu directement. On ne passe pas par aucun marché. La transaction est faite sur un animal vivant, fait qu'on contourne. Tu sais, je me pose la question. Ou sinon, il va falloir qu'il y ait de nouveaux abattoirs de proximité qui soient développés, je pense. Ça ne se fera pas en criant ciseaux. Ou sinon, je me questionne même arrêter la production. Parce qu'à un moment donné, c'est vraiment le goulot d'étranglement, là, dans mon cas. Là. C'est vraiment ça qui est le plus frustrant, le plus difficile, le plus coûteux. Fait que je me questionne. Tu sais, est-ce que je devrais tout simplement arrêter? C'est ça. Fait que... Des prédateurs? Non, en fait, ben oui. Oui, il y en a. Il y a beaucoup de coyotes autour de chez nous et je n'ai jamais eu de problème. J'ai jamais perdu un cochon à cause de ça parce que la clôture électrique est assez puissante. C'est une boîte de 6 joules là, qui fait mon acre. Puis si je me fie à la réaction des chiens sur la clôture électrique, je me dis que les coyotes doivent avoir la même réaction, fait que c'est assez efficace. Alors, je suis enseignant de boucherie, j'en coupe régulièrement de ces cochons-là. Puis, comparativement au cochon qui est commercial, il y a vraiment un goût très différent. Le gras va être plus ferme, plus intéressant en bouche. Est-ce que tout le monde comprend? Oui. Parle fort. Oui. Alors, peut-être tu vas te retourner complètement vers la salle, s'il vous plaît. je pourrais me retourner. Oui. Oh, là, c'est pas. Oui, c'est bon. On est trois. En coupant régulièrement, puis en mangeant, moi, alors il y a vraiment une différence au goût, à la qualité de la viande. Le persillage est intéressant à l'intérieur. Donc, il disait qu'il va aller chercher du gras sur ses cochons. C'est une bonne façon avec cette méthode-là. Et puis, tout est dans le goût. Pour vrai, si tout le monde ici ferait la différence entre un cochon qui est commercial et puis un cochon de pâturage, il verrait tout de suite la différence, puis il serait vraiment intéressé à continuer. Bon, OK, on va. Merci beaucoup pour ton commentaire. On va essayer de garder notre conférencier. On va prendre des questions, on va essayer d'adresser à tout le monde. L'idée, c'est d'échanger. Le paquet de mains qui se lève. Le micro va se promener ou je vais répéter rapidement la question. Je vais aller à cette dame-là. Est-ce qu'il serait possible d'avoir le PowerPoint, d'avoir accès au PowerPoint? Oui, la réponse est oui. Donc, la question, est-ce qu'on va avoir le PowerPoint? La réponse est oui. Gilles? Il y a des jeunes porcelets en début de saison. Je peux comprendre que les rebuts des légumes, des déchets vont servir peut-être à un moment donné quand ils vont grossir. En fin de saison, les cochons vont être plus gros. Je comprends bien. Comment, quelque chose à nous partager sur l'abondance de la production fourragère en juin avec le fait que tu as des jeunes porcelets?
Donc, la question essentielle à Gilles, c'est comment il gère ses rebuts en fait, ses légumes par rapport à la consommation des cochons, puis l'équilibre entre le besoin des cochons en herbe puis la quantité d'herbe présente dans les pâturages. Principalement en juin. Là. En juin. Le boom de poisson fourragère arrive en juin, puis tu as des jeunes porcelets. As-tu des trucs à nous donner? Ben, c'est une bonne question. En fait, parce que les cochons, ils rentrent en juin, sont tout petits. À ce moment-là, en fait, c'est parce que ça varie vraiment beaucoup d'un lot de cochon à l'autre. Moi, je vois que le tempérament des cochons est vraiment différent. Je ne saurais pas bien l'expliquer, là, mais leur attitude d'un groupe à l'autre peut être vraiment, vraiment différent. Cette année, j'ai eu un groupe de mangeurs d'herbe, alors que d'autres années, j'ai des groupes de fouisseurs là, qui tournent le sol vraiment beaucoup. C'est vraiment très variable. Mais généralement, ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas nécessairement un gros boom de production au mois de juin. Ou ce qui arrive, dépendamment de la saison, si ça pousse vraiment beaucoup, je vais passer puis je vais faucher avant d'installer mes clôtures pour les cochons. Fait que la première coupe, mettons, est tombée par terre. Mais généralement, la croissance des cochons va avec la croissance du pâturage. Puis, ben honnêtement, je sais pas comment bien répondre à cette question-là parce que ça varie vraiment beaucoup. Puis parce que, comme je le disais, de toute façon, dans le pâturage, je ne vais pas essayer d'optimiser tant que ça, en fait, la part du pâturage. T'sais. C'est correct que tu n'aies pas réponse à tes questions. Tu as quand même juste 30 ans d'expérience. C'est bien correct. Il y a d'autres questions? Oui, monsieur? Vu que tu fais juste de l'engraissement, as-tu de la misère à pouvoir t'apprivoisonner, à aller trouver des cochons cette année? Oh oui. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a de la misère à trouver des cochons? Cette année particulièrement, j'ai eu de la misère à en trouver, j'en ai eu tard cette année. J'ai un producteur, puis du Duroc, il y en a de moins en moins, en fait, des éleveurs qui font du Duroc. Oui, j'ai eu de la misère à en avoir à m'aprisonner, je les ai eu plus tard. Mon producteur en a. Mais de plus en plus, en fait, je m'en vais à garder des truies pour faire mes propres porcelets parce que c'est un réel défi. Puis je vois plein. Moi, c'est pas pire, tu sais, j'achète en lot de 30 ou 40 ou 60. Mais d'autres petits éleveurs là, qui en font 4, 5, 6, autour de moi, ont eu énormément de difficultés cette année. Là. C'est vraiment une problématique. Fait que ma réponse à ça, c'est de faire mes porcelets tranquillement, pas vite. Super. Une autre question au micro en arrière? Oui, ma première, ça concerne, tu parlais d'un 35 de marge brute. Donc, au niveau des... tu parlais donc que tu n'incluais pas tes coûts fixes généraux quand tu parlais de tracteur et tout ça. Et est-ce que ça incluait là, les 7 000 dont tu parlais tout à l'heure en termes d'amortissement? C'est une bonne c'est un chiffre là, général pour une idée là, que je donne. Là. Mais dans ma marge brute, ouais, je considère en fait mes charges fixes et mes charges variables. Là. Il y a les deux dedans. Là. Fait que théoriquement, oui, c'est dedans. Une dernière question. Monsieur en arrière, oui. En valeur fertilisante, tu as dit que les porcs ils ont déposé au champ. Ça t'aurait coûté combien de produits de poulet? Je sais pas si tout le monde a entendu la question. La question, en fait, comment ça vaut le fumier des cochons au champ? C'est à peu près ça la question? Oui? Comparé à Lactisol. Comparé à, excusez? À Lactisol, comparé à Lactisol, qui est le fumier de poulet cubé qu'on utilise beaucoup en maraîchage bio. C'est une très bonne question. J'ai pas fait le calcul. On pourrait faire l'exercice, là. Je ne l'ai pas fait. Non? Dépendamment de laquelle, c'est entre 4 et 500 piastres la tonne livrée, je pense. C'est pas pour rien que tout le monde utilise Lactisol, hein. C'est parce que ça coûte pas cher et ça crache de l'azote. Fait que si je faisais le calcul, je suis pas sûr en réalité que j'aurais réellement un gros gain là-dessus. Si j'avais une vision simplement mathématique de la chose, là, effectivement, peut-être que... Juste si tu peux, ça n'a pas été mentionné, puis j'aimerais savoir ton feedback là-dessus. La dame tantôt a expliqué qu'est-ce que les clients veulent, je ne sais pas pour tes clients, mais bon, une viande de bonne qualité, puis on a entendu la différence, mais je pense aussi ce que les gens veulent, c'est des animaux qui sont élevés heureux. Puis ça n'a pas été mentionné, puis c'est la clé de ce système-là. Là. Je pense que nous autres, c'est notre première année d'en faire un petit peu. J'aimerais savoir ton feedback là-dessus. Ce type d'élevage-là, c'est un party pour les cochons. Ils vivent un été là, vraiment là, à s'amuser, à se baigner, à triper. C'est le gros plus, je pense, de ce système-là que les clients aujourd'hui ils veulent.
Ceux L'été qui finit veulent mal, la mais viande. l'été est intéressante, mais ça finit mal l'année, par exemple. Bon, vas-y, je te laisse répondre. Mais effectivement, là, j'ai décidé, c'est ça, d'aller d'un côté plus technique, là, plus l'approche terrain, pas tant sur la mise en marché. Effectivement, c'est quelque chose c'est le gros plus. Moi, j'ai beaucoup de mes clients qui sont des végétariens, là, ou qui étaient des végétariens, puis qui décident d'acheter de la viande parce que ça répond à leur éthique personnelle. T'sais. Effectivement, c'est important. Je suis bien d'accord. Ben, Ludovic, écoute, on te remercie de ta générosité, de ta transparence également, cette présentation-là. Ça va certainement une très belle bonne d'applaudissements.